Si vous vous êtes passionné par les émissions de notre ami Eliaou Atlan, bien nous en profitons parce que nous avons décidé de parler des personnages historiques qui ont fait Hebron, non pas la Hebron moderne, mais presque. En tout cas, on est dans les temps. On peut dire, allez, que c'est la Hebron moderne. Il y a eu des personnages importants et on va profiter de vos lumières, Eliaou Atlan, pour les mettre un peu en avant, pour parler d'eux. Tout le monde ne les connaît pas. Ma lampe de poche. Non, vos lumières, j'insiste. Alors, vous êtes enseignant en histoire juive. Ça vous passionne et vous êtes habitant de Kiryat Arba et vous connaissez Hebron par cœur. On peut dire ça comme ça ? On peut dire. Alors, vous avez choisi de nous présenter 3 personnages. On va commencer par le Rav Eliaou Mani, un grand Mekoubal de Bagdad. Pourquoi vous l'avez choisi pour parler de Hebron ? Parce que le Rav Eliaou Mani est l'homme des contrastes. C'est-à-dire, de son côté, c'est une personne qui vit de la manière la plus humble possible. Il se contente d'un repas du repas le plus frugal que l'on puisse imaginer. Et ce personnage-là, il côtoie les grands de ce monde. Entre autres, le Rav Eliaou Mani va établir d'excellents contacts avec la famille qu'on appelle les Rothschild de l'Orient. C'est la famille Sasson. C'est une famille de négociants internationaux d'origine irakienne, mais qui sont installés à Bombay, aux Indes, n'est-ce pas ? Et le Rav Mani va obtenir de son ami David Sasson, le propriétaire et le directeur de la banque Sasson, qui doit être une des banques les plus importantes de l'Orient à cette époque-là, un soutien financier pour les Juifs de Hebron. Et le Rav Mani est un homme d'initiative. Et sa première initiative, ça va être de créer un centre médical à Hebron. Pourquoi c'est extraordinaire ce centre médical à Hebron ? D'une manière générale, dans le judaïsme, prendre soin de son corps, c'est une mitzvah que tous les rabbins nous rappellent. Maintenant, à Hebron, il y avait déjà un centre médical. Mais ce centre médical était tenu par des missionnaires. Et on comprend donc toute la crainte des rabbins. À Jérusalem, on a eu le même problème aussi. Toute la crainte des rabbins de voir les familles dans la détresse et d'envoyer leurs enfants entre les mains des missionnaires. Et on sait comment l'enfant y rentre. Et on a peur d'imaginer exactement comment il va ressortir de ce contact avec les missionnaires. Donc, il a créé, on peut dire, le Beth Hadassah, en fait. L'ancêtre du Beth Hadassah, qui est assez connu à Hebron. C'est un endroit qu'on visite, évidemment. C'est un endroit qu'on visite. Et c'est peut-être aujourd'hui l'occasion de rappeler que quand on dit à un Israélien Hadassah, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Il vous dit automatiquement Hadassah En Kerem, Hadassah Haratzofim. Donc, mais peu d'Israéliens savent que le premier Hadassah, il est à Hebron. Il n'est pas à Jérusalem. Et Hadassah, c'est le nom d'un organisme féminin. Un peu comme la Viso. La Viso, elle s'occupe de l'éducation, elle crée des crèches et des jardins d'enfants. Hadassah, il s'occupe de médecine. Vous comprenez ? Et le premier centre de cet organisme féminin américain, à l'extérieur des États-Unis, en Israël, il est à Hebron et pas à Jérusalem. Alors, il a vécu à Hebron, il est mort à Hebron ? Il a vécu à Hebron, il est mort à Hebron. Et les dernières années de sa vie, il a perdu la vue. Lui qui a tellement œuvré pour la santé de ses contemporains, il va rester 4 ans privé de sa vue. Et un jour, et le Rav Eliaou Mani était vénéré par la population arabe. Et un jour, il a la visite de 3, regardez, on a l'impression de raconter un midrash, de 3 visiteurs, des musulmans, mais qui viennent des Indes. Et ils disent, on est venu soigner le Rav Mani. Et le Rav Mani ne les connaît pas. Et la personne qui rédige cette histoire, il nous dit, ils ont sorti des couteaux extrêmement aiguisés et ils ont frotté la pupille du Rav Mani. Ce qui me laisse penser que peut-être qu'il avait la cataracte. Exactement. Ken. Et ils vont lui bander les yeux pendant 2 jours. Et le Rav Mani va retrouver la vue. Et quand il va devoir s'acquitter de sa dette, le prix qu'ils ont demandé, je crois que c'est une certaine mesure, c'est des livres, je sais pas exactement quoi ça représente, je crois, 12 livres de sucre. Vous comprenez ? On a l'impression, ces 3 personnes... 500 grammes une livre. 500 grammes une livre. Aujourd'hui, mais je sais pas si c'est peut-être... C'est un peu changé. C'est peut-être que ça a changé, je sais pas. Et
Et ces trois personnages qui arrivent mystérieux et qui disparaissent quand on veut les payer ou quoi, ça nous fait penser à tellement d'histoires de Hebron, de ce genre, que chacun il interprétera cette histoire comme il veut. Il a retrouvé la vue. Maintenant, le Rav Mani va vivre encore 6 ans, et l'année de sa mort, il annonce à la Chevra Kadisha, il est dit cette année je meurs. C'est l'année de ma mort, et il fait les préparations pour quitter ce monde. Maintenant, lorsque le Rav Mani va mourir, et là derrière nous on a la tombe du Rav Mani et de sa femme, il va être enterré au cimetière de Hebron. Mais contrairement à toutes les personnes qui sont enterrées à Hebron et dont le tombeau est dirigé vers Jérusalem, regardez. Je ne sais pas si on va voir la photo qui est derrière moi en ligne. Voilà, on va la voir tout de suite. Voilà. Regardez, les deux tombes parallèles, elles sont dirigées vers la Meharat HaMarpela. Maintenant, puisqu'on a cette photo extraordinaire, c'est l'occasion de dire que à Hebron, dans la Hebron avant l'indépendance d'Israël, on ne mettait pas le nom sur les pierres tombales. Et je vais vous donner la raison. Chez les Arabes, il y a une tradition terrible qui dit que certains musulmans, pour des raisons mystiques qui m'échappent complètement, ont vécu dans ce monde-ci sous une identité non musulmane. Okay? Ils appellent ça des walis. Ne demandez pas plus, je ne saurais pas vous répondre. Mais maintenant, quand une personne exceptionnelle meurt, très souvent les Arabes prétextent donc cette identité de wali pour exiger la récupération du corps. Alors regardez derrière vous, on voit très très bien, les pierres tombales de Hebron sont spécialement épaisses, lourdes. On les faisait venir à dos de chameau. Et tout ça pourquoi ? Parce que les Arabes étaient spécialisés à Hebron, dans cet acte odieux, de venir déterrer le mort et le réenterrer sous une identité musulmane dans un beth kvarot, dans un cimetière musulman. Donc là, on ne met pas les noms, donc comme ça, on ne risque pas d'être déterré, parce qu'on ne sait pas qui est enterré vraiment. C'est-à-dire la communauté le sait, la famille le sait, mais on veut priver donc les candidats au kidnapping, je ne sais pas comment qualifier cet acte-là, de cadavres, de faire ce méfait. En tout cas, Rav Eliaou Mani, un grand Mekoubal, qui a été aussi un grand argentier pour Hebron, qui a su mobiliser... Il a été aussi le contemporain du Ben Ishraï, Ken, ce grand Talmid Chacham aussi de Bagdad, et il a réussi, comme on dit, à mettre Hebron sur la carte du monde juif, la carte des commerçants, la carte des banquiers, et la carte de ce chesed, puisqu'il a créé ce Beth Hadassah, qui va devenir Beth Hadassah. Après sa mort, il y a un autre personnage important pour Hebron qui vient à sa suite, c'est le Rav Rachamim Franco. Ken, le Rav Rachamim Franco. Alors là, si les origines du Rav Mani nous ramènent à Bagdad, là on se rapproche de nous. Là on se rapproche d'Israël. Et on arrive à la grande communauté juive de Rhodes. Et la famille Franco est une des grandes familles de la communauté juive de Rhodes. Et le Rav Franco va être, on en a encore au début du XXe siècle, ce qu'on appelle un shadar. Un shadar, ce sont les initiales de Shlichim des Rabbanan. Ce sont ces Talmidei Chachamim qui, durant pratiquement 600-700 ans, vont sillonner le monde juif, et pour apporter la Torah d'Eretz Israël, et pour récolter des fonds pour la communauté juive d'Eretz Israël. Pour vous dire l'impact extraordinaire de ces personnes-là, ce sont des aventuriers, il n'y a pas un autre nom. Des aventuriers, ouais. Parce que, encore une fois, comme on a eu l'occasion de le préciser. Alors, quand on dit Rav, ils avaient vraiment une samroute de rabbin ou c'était... Bien sûr. C'est des Talmidei Chachamim de premier ordre. Et le plus grand de ces Shadarim, c'est le Chida. On est au début du XVIIIe siècle, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Le Chida va être un shadar, donc un chalier de la ville de Hebron. Il va visiter plus de 3000 communautés en Europe. Ken, les historiens pensent que c'est l'homme le plus savant de son siècle. Il va arriver par exemple à Versailles. Il va être reçu par la reine Marie-Antoinette. Et quelques jours avant la Révolution, quelques jours avant que le couple royal se fasse décapiter, la reine Marie-Antoinette va lui demander une bénédiction pour son fils. Et lui va dire, est-ce que vous voulez que je bénis aussi le roi? Et la reine, elle dit non, je veux mon fils. Et on a tous appris ça à l'école, que à la veille de la Révolution, à Varennes, le couple royal est découvert, Ken, et c'était Marie-Antoinette, Louis XVI et leur enfant. Mm-hmm.
Et les parents, l'enfant va disparaître mystérieusement et les parents vont être décapités. Ken. Donc c'est-à-dire celui qui a reçu la bénédiction du Chida va être sauvé. Des histoires incroyables. Donc le Rav Rachamim Franco a une histoire un peu plus triste, on va dire, parce qu'ils viennent de Rhodes. Ils viennent de Rhodes. La communauté a une histoire triste. Triste. Elle va être la dernière communauté à être envoyée à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais avec le Rav Rachamim Franco, on est un petit peu avant cette période terrible. Et le Rav Rachamim Franco est lui aussi un shadar, et lui aussi est une personne, lui, qui sait côtoyer les gens du grand monde. Et on raconte qu'un jour, il est envoyé en Autriche, en mission, et on est encore à l'époque de l'Empire austro-hongrois. Alors il est à Vienne et il est habillé comme un shadar, c'est-à-dire il est habillé à l'oriental. Les gens pensent c'est un ambassadeur de Perse ou d'une autre grande puissance orientale. On l'invite à visiter les jardins de l'empereur. Il s'assoit et il raconte qu'il s'est assis pour rouler une cigarette. Mm-hmm. Il a voulu fumer. Et il y a un personnage qui avance devant lui et il lui demande s'il peut lui rendre un service. Et le Rav Franco lui dit avec plaisir, si vous avez du feu, je voudrais allumer ma cigarette. Et ce n'était rien d'autre que François-Joseph, l'empereur d'Autriche-Hongrie, Ken, qui allume la cigarette du Rav Franco. Alors lorsque le Rav Franco se rend compte quel est son vénérable Ken, allumeur de cigarette, alors il va prononcer la bénédiction qu'on doit dire lorsqu'on est en présence d'un roi. Et l'empereur d'Autriche-Hongrie va l'inviter au palais, va lui poser des questions sur Hebron, va lui donner une bénédiction, incroyable. Il va lui donner une somme d'argent pour la ville de Hebron, et il va donner ordre au ministre de la police de protéger le Rav Franco. Il s'en est passé des choses à Hebron. Il s'en est passé des choses à Hebron, exactement. Vous savez, on raconte, pendant la période du Tishri, les Chassidim, ils ont cette très belle expression, Amelech Basadeh. Alors, Cathy, grâce à vous, grâce à vos émissions, on rencontre ces gens, on a l'impression que ces gens-là viennent au-devant de nous. Quand on va visiter Hebron, on se rappellera ces belles histoires et on aura l'impression vraiment que si c'est pas le Melech vraiment qui est Bassadé, au moins ses envoyés, on aura l'occasion de les rencontrer et de parler d'eux. Alors il y a une autre, on va terminer avec un autre personnage, c'est le Rav, c'est Chaim Schneerson, voilà, qui est né à Hebron. Qui est né à Hebron. Mais qui est mort bien loin de Hebron. Qui est mort bien loin de Hebron. Alors Chaim Schneerson, c'est un des enfants terribles de la famille Schneerson, de la famille donc du fondateur de la Chassidut Chabad. Lui, c'est l'arrière-petit-fils du Baal Atania, donc du Rav Zalman de la ville de Ladi. Et il est né à Hebron, et très très vite, le Rav Chaim Schneerson est persuadé qu'il y a un lien intime entre la Géoula qu'on attend tous avec tellement d'impatience et le retour à la terre. Et le retour au travail de la terre, le retour aux mitzvot qui sont dépendantes du travail de la terre. Et il va diffuser ce message un peu partout là où il est. Alors dans certaines communautés, il est accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Dans d'autres communautés, il est considéré comme un hérétique. Mais il a un don tout à fait particulier pour les langues. Il a une mémoire prodigieuse. À l'âge de 18 ans, il va être envoyé dans une première mission de Shadar, encore une fois, pour ramasser des fonds et pour raconter et pour diffuser la Torah d'Eretz Israël. Il va être envoyé d'abord en Égypte. Après d'Égypte, il va passer en Italie. Et il retourne en Grèce et il retourne en Eretz Israël avec un succès considérable. Alors lui, il s'appelle Schneerson, il est ashkénaze, mais il est habillé à l'oriental. Il parle l'hébreu, il parle l'arabe, il parle l'anglais. Il fait un effet formidable sur tous les publics qu'il rencontre, à tel point qu'il va même être invité aux premières communautés juives qui commencent à se cristalliser aux États-Unis. Et il va rencontrer le général Grant, le héros donc de la guerre de sécession, qui va devenir aussi le président américain. Et grâce à cette intervention, grâce à cette rencontre, il va réussir à faire muter le consul américain à Jérusalem, qui était un missionnaire et qui causait beaucoup de mal à la communauté juive. Et donc le Rav Schneerson va visiter les communautés les plus éloignées, les communautés qui commencent à s'organiser autour de la Jamaïque.
à son retour en Eretz Israël, il tient à faire une conférence à Tibériade. Vous savez, les 4 villes saintes. Pour expliquer sa vision du monde et le besoin de continuer l'étude de la Torah, de continuer la pratique des mitzvot ou quoi, mais d'y rajouter un travail à la terre et surtout d'acquérir cette indépendance. C'est ce que Montefiore aussi voudra faire. Un discours qui est considéré comme révolutionnaire. Révolutionnaire, qui ne plaît pas tellement à nos voisins arabes. À nos voisins arabes et surtout à nos voisins, à certains voisins juifs qui considèrent que la tradition doit mashéaya ou sheyeh, comme on dit en hébreu, que le futur... Là, vous parlez de quoi? Des Haridim? Je parle un certain groupe de personnes ultra-religieuses qui l'attendent à Tibériade et qui lui font quelque chose de tout à fait odieux. Il va être battu à mort, il va être déshabillé et nu, attaché sur le dos. Mais il est battu presque à mort, il ne meurt pas. Il ne meurt pas, Ken. Et les Juifs de Tibériade, c'est terrible. Vont l'exhiber à la population arabe de la ville et ils vont dire regardez cet imbécile là, il pense nous apporter le Messie, nous apporter la rédemption. Le Rav Chaim Schneerson va survivre à cet affront, à cette brutalité. Il va ressortir pour une dernière mission en Afrique du Sud. Il meurt en Afrique du Sud et il est toujours enterré en Afrique du Sud. Alors peut-être j'écoute votre conseil tout à l'heure quand on a parlé. Peut-être que c'est l'occasion de lancer un appel à ceux qui nous écoutent. Nos amis de Chabad, nos amis de Hebron. Un peu partout dans le monde entier. Peut-être d'abord de localiser, je ne sais pas, j'ai jamais été en Afrique du Sud. De localiser sa tombe et je crois de le ramener en terre d'Israël, de le ramener sur la terre de Hebron. Je crois que c'est quelque chose qui mérite bien. Peut-être que vous allez être entendu, peut-être qu'un Chabad qui vous écoute et qui connaît ou qui se passionne pour la vie de Chaim Schneerson, après tout, c'est quand même un illustre descendant d'une grande famille très importante, on ne peut pas dire le contraire, pour les Chabad. Peut-être que quelqu'un va localiser sa tombe et peut-être qu'un jour... Inch'Allah, comme on dit à Petra. Peut-être qu'un jour, il reviendra à Hebron. Merci Eliaou de nous avoir fait rêver un peu, nous parler de ces personnages qui ont fait Hebron. On connaît moins ce verset-là de l'histoire de la ville. On parle surtout des choses un peu plus polémiques, sulfureuses, mais c'est important de savoir qu'il y a des hommes de foi, des hommes pleins de passion et d'amour pour cette ville qui ont fait la ville. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.